Donc, en fait, en acceptant de venir parler ici, l'idée première était de parler du sauvetage des enfants juifs. Après, j'ai vu que la plupart des interventions parlaient du CDJ, plus particulièrement. Hein, donc, et même s'il n'y a pas que le CDJ qui est intervenu pour sauver les enfants juifs. Alors, mon intervention, elle s'éloigne quelque peu des autres, de ce sujet principal. Dans cette courte intervention, en fait, je me propose d'examiner la situation des enfants avant l'été 1942, avant ce moment où, ayant épuisé l'arsenal législatif, l'occupant passe à l'agression physique de la population juive du pays, pour mener à bien en fait son programme génocidaire. Car dès les premières années de l'occupation, les enfants, qui sont promesses d'avenir et garants de la pérennité du judaïsme, vont se retrouver au cœur des préoccupations des responsables juifs et vont, parce qu'ils sont garants de la pérennité du judaïsme, bien sûr, être les cibles privilégiées de l'occupant dans sa logique génocidaire. Nous allons donc voir ensemble les différentes dispositions discriminatoires qui vont directement toucher les enfants et les adolescents juifs dans le cadre du programme de persécution et, in fine, d'extermination de la population juive de notre pays. Dès le début de la guerre, les enfants et les adolescents, juifs et non-juifs, en subissent directement les conséquences. Lorsque l'armée allemande envahit le pays, de nombreux civils choisissent le chemin de l'exode. Beaucoup d'entre eux sont des enfants. Très vite, ils sont confrontés à l'horreur de la guerre. La violence des bombardements et des combats, les privations, la peur, l'incertitude, la fatigue au cours du difficile voyage ne leur sont pas épargnés. Avec l'occupation du pays, une nouvelle phase de la guerre commence pour la population civile. Les denrées alimentaires disponibles sont strictement rationnées. Cette pénurie croissante de nourriture affecte particulièrement les populations les plus précarisées, qui n'ont pas les moyens de s'approvisionner au marché noir. Le premier hiver de la guerre, celui de 40-41, est exceptionnellement rigoureux et la plupart des écoles doivent fermer temporairement leurs portes par manque de combustible. Les rapports d'inspection médicale scolaire de ces années-là font état de la malnutrition dont souffrent de nombreux enfants dans les villes. Les symptômes les plus courants sont la fatigue excessive, l'émaciation anormale, l'anémie et la décalcification des dents. On constate également, dès cette première année d'occupation, un taux plus élevé de naissances prématurées. Les produits de base, tels que le savon et les textiles pour les couches, se font de plus en plus rares. Et le manque chronique d'hygiène favorise la tuberculose, l'impétigo et la gale, très présents dans les écoles. Il n'est donc pas surprenant que la mortalité infantile augmente considérablement au cours de ces premières années d'occupation. Face à cette situation désastreuse, l'œuvre nationale de l'enfance ne reste pas inactive. Elle ouvre des cantines où les femmes enceintes, les jeunes mères et leurs enfants peuvent bénéficier d'un repas gratuit ou très bon marché. Aucun timbre n'est nécessaire pour cela, ce qui profitera plus tard à ceux qui devront vivre dans la clandestinité. La guerre est l'occasion pour l'œuvre nationale de l'enfance d'étendre son réseau et de plus en plus de femmes et d'enfants viennent aux consultations gratuites. Sous sa supervision, de très nombreuses colonies d'enfants, ce qu'on appelait des enfants débiles, c'est-à-dire affaiblis, amaigris, sont ouvertes dans tout le pays pendant ces années de guerre. Elle s'occupe principalement des orphelins, des enfants de prisonniers, des adolescents, des enfants souffrant psychologiquement de la situation de la guerre. Elle obtient de la puissance occupante que les jeunes séjournant dans ces colonies reçoivent une double ration. Dans les grands centres urbains, certaines écoles publiques se vident de leur population du fait notamment que des enfants qui avaient fui avec leurs parents en mai 1940 ne sont pas revenus. Des rapports d'écoles bruxelloises signalent d'ailleurs que ce sont en général les enfants juifs qui ne rentrent pas d'exode. D'autres facteurs concourent au dépeuplement des écoles en ce début d'occupation. Lorsque l'occasion se présente, des parents n'hésitent pas à envoyer leurs enfants à la campagne, au grand air,
loin d'éventuels bombardements et autres dangers liés directement à la guerre, et là où le ravitaillement est plus aisé. Suite aux privations que subissent ces enfants, en particulier les plus nécessiteux d'entre eux, nombreux sont ceux qui s'absentent. De plus, dans certaines familles, ce sont les enfants que l'on envoie faire la queue des heures durant pour le ravitaillement. Quant aux plus petits, certains parents préfèrent les garder près d'eux. La situation des enfants juifs, elle est particulière. Celle-ci ne cesse de se dégrader à mesure que se détériorent les conditions de vie des juifs, conséquemment à la politique d'isolement et d'appauvrissement menée contre eux. C'est particulièrement le cas à Anvers, où dès septembre 1941, les enfants juifs n'ont plus le droit d'entrer dans un musée ou dans un cinéma. L'accès au parc de la ville leur est également interdit. Les élèves juifs des écoles publiques anversoises n'ont également plus le droit de faire des excursions, ni même de participer à des fêtes scolaires avec leurs camarades. À partir de janvier 1942, la vie des enfants juifs en Belgique change drastiquement, avec l'interdiction qui leur est faite de fréquenter des structures scolaires non juives. Une ordonnance, et on vient d'en parler là tout à l'heure, l'ordonnance du 1er décembre 1941, vise en effet spécifiquement ces enfants juifs. Cette ordonnance stipule qu'à la reprise des cours après les vacances de Noël, les écoliers juifs qui ne sont pas encore ou qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire, c'est-à-dire les enfants de moins de 6 ans et ceux de plus de 14 ans, ne sont plus autorisés dans les écoles non juives. Du jour au lendemain, ces enfants et ces adolescents juifs sont brusquement privés de l'accès à l'éducation. Cette expulsion des enfants et des adolescents juifs n'est en réalité pas aussi soudaine. Elle s'est faite par étapes. La ségrégation des élèves juifs au sein de l'enseignement s'inscrit bien évidemment dans la séquence chronologique qui, des premières dispositions anti-juives de l'automne 40, mènera finalement à l'extermination de la population juive du pays. Cette mesure, qui a ceci de particulier qu'elle touche spécifiquement les enfants, est précédée par d'autres mesures préparatoires visant en partie à évaluer la docilité des autorités belges demeurées sur place. Notre étude consacrée à l'enseignement des enfants et adolescents juifs pendant la guerre nous avait en effet permis de découvrir qu'il y eut, outre les recensements qu'on connaissait déjà par Maxime Steinberg, outre l'important recensement au niveau communal de tous les juifs fin 40 et le recensement ultérieur effectué par la JB, nous avons découvert un autre dénombrement de la communauté juive de Belgique, un dénombrement partiel, début février 1941, un peu avant l'expulsion effective des élèves et étudiants juifs. L'Oberfeldkommandantur exige des bourgmestres bruxellois et anversois un recensement des élèves, un recensement des écoliers, des adolescents de 12 à 18 ans, des écoles moyennes, privées, publiques, présentes sur leur territoire et dans les communes formant leur agglomération. Nous ignorons si en dehors de Bruxelles et d'Anvers, d'autres villes ont dû procéder à ce recensement. Il est tout à fait probable que des villes comme Liège ou Charleroi, où vivait quand même une population juive importante, se soient également pliées à cet exercice. Si les visées du recensement ne sont bien entendu pas révélées aux autorités locales belges chargées de sa réalisation, le principe même d'un dénombrement d'enfants et d'adolescents établi sur des bases purement raciales ne se heurte à aucune opposition officielle des instances politiques et administratives belges, qui choisissent de ne pas aller à l'encontre des directives allemandes. En tout état de cause, ni les édiles d'Anvers, ni ceux de Bruxelles ne remettent en question l'idée même de recenser les écoliers et les écolières juifs. C'est sans difficulté aucune que l'administration militaire occupante obtient les résultats du dénombrement. Ne perdons toutefois pas de vue qu'à ce moment de l'occupation, toutes les administrations communales du pays tiennent, en vertu de l'ordonnance du 28 octobre 1940, un registre où tout juif âgé de plus de 15 ans est tenu de s'inscrire. Les enfants y sont mentionnés sur la fiche de leurs parents. Or, le principe résolument anticonstitutionnel d'un fichier de cette nature n'a pas non plus buté sur une réelle résistance des autorités belges en place. Il n'y a donc, a priori, aucune raison pour que les administrations belges s'opposent au recensement des écoliers juifs. Bien que les mesures coercitives dont on use envers les juifs se fassent de plus en plus contraignantes, elles ne sont encore que dans une phase
de tâtonnement, et elles sont noyées dans l'indifférence générale. En outre, il s'agit là, pour le contemporain des événements, d'un recensement parmi tant d'autres, ce qui a certainement pour effet de le banaliser. Après l'établissement de ce recensement des écoliers en février 1941, l'occupant émet en octobre 1941 une directive interdisant aux Juifs de s'inscrire dans les établissements d'enseignement supérieur de type universitaire ou non. Celles et ceux tout juste inscrits à l'université ou haute école pour la nouvelle année académique sont obligés d'abandonner leurs études sur le champ. Cette expulsion constituerait pour l'occupant en quelque sorte un test case destiné avant tout à évaluer la réaction des différents pouvoirs locaux. Le peu de résistance que rencontre, en l'occurrence l'autorité allemande, ne peut que l'encourager à poursuivre la mise en application de sa politique ségrégationniste. Ces mesures, le recensement des adolescents juifs par le truchement de leurs établissements scolaires en février 1941 et l'interdiction pour les Juifs de poursuivre leurs études supérieures en octobre de la même année, sont autant d'étapes préparatoires en vue de l'exclusion de l'ensemble des écoliers et étudiants juifs du réseau de l'enseignement national. Début décembre 1941, donc, est publiée l'ordonnance relative à l'enseignement juif, en même temps que l'ordonnance instituant l'association des Juifs en Belgique, ce qu'on peut appeler la communauté obligatoire, dont a parlé Frédéric Rae. L'ordonnance stipule que l'AJB, l'association des Juifs en Belgique, est responsable de l'instruction des Juifs, entre autres choses, et qu'elle est dès lors dans l'obligation de créer une filière d'enseignement ségrégé pour les enfants en âge de scolarité. L'expulsion en elle-même est planifiée en deux phases distinctes. Dans un premier temps, à partir de janvier 1942, les enfants de moins de 6 ans et de plus de 14 ans sont exclus de leurs établissements respectifs. En attendant la création d'écoles primaires juives séparées par l'association des Juifs en Belgique, les enfants qui sont soumis à l'obligation scolaire sont, quant à eux, encore tolérés provisoirement à poursuivre leurs études dans leurs établissements. Du fait qu'il n'existe pas de réseau scolaire spécifiquement juif en Belgique, il y a en effet 2 écoles à temps plein juives à Anvers, Tarkemoni et Yesodé Torah. Ce n'est pas le cas dans le reste de la Belgique, mais il n'existe pas de réseau scolaire spécifiquement juif comme il y a un réseau scolaire catholique. Donc, du fait qu'il n'existe pas de réseau scolaire spécifiquement juif en Belgique au moment de l'expulsion, l'association des Juifs en Belgique rencontre de nombreuses difficultés dans la mise sur pied d'une instruction séparée. De plus, la logique nazie d'hygiène raciale dicte une séparation complète entre juifs et non-juifs, ce qui oblige les responsables désignés de l'association de trouver des locaux appropriés, séparés, pour accueillir les élèves exclus. Il ne s'agit donc pas de créer des classes juives au sein d'établissements non-juifs. Et également de former en un temps fort limité des enseignants juifs pour les futures écoles. L'ordonnance précise que ces écoles juives en devenir seront sous la tutelle du ministère de l'Instruction publique, qui prête dès lors son concours à l'AJB pour la mise sur pied de cette filière d'enseignement juif. Bien que cette ordonnance relative à l'enseignement juif soit une disposition discriminatoire touchant directement des enfants, et bien qu'il s'agisse d'une mesure profondément anticonstitutionnelle, foulant aux pieds les valeurs fondamentales du système éducatif belge, les autorités belges restées en place demeurent muettes et font le choix de ne pas mettre en péril l'ordre public. L'éviction des enfants et des adolescents juifs des structures d'enseignement national n'a pas en général pour effet de susciter l'indignation, comme ce sera le cas lorsque sera décrété le port obligatoire de l'étoile. Manifestation discriminatoire vécue comme plus violente par l'opinion publique. En effet, la mesure de ghettoisation des élèves juifs est d'une certaine façon jugée rationnelle, d'autant plus qu'elle semble en partie répondre à un désir préexistant d'une fraction de la population juive. Dans une société belge fortement pilarisée et marquée par un pluralisme culturel croissant, la création d'écoles juives, à l'image de celles appartenant à la filière libre, peut être considérée comme le résultat logique d'un particularisme revendiqué. Les événements de l'été 1942 rendent sans objet la plupart de ces projets d'écoles. Cependant, malgré une réalité tragique, des écoles juives continuent à fonctionner, bien que modestement, devenant en réalité
d'illusoires refuges au sein d'un environnement hostile. À l'issue de l'année 1942, à la rentrée scolaire 42-43, l'enseignement juif se résume en fait à quelques structures scolaires à Bruxelles et Anvers, à Liège aussi. Et surtout, peu après, à l'enseignement organisé au sein des différents homes pour enfants dits abandonnés que gère l'Association des Juifs en Belgique. Ces homes baignent en général dans une atmosphère juive et même sioniste. On y célèbre les fêtes religieuses, on y respecte tant que faire se peut les règles de la cache-route. Les enfants apprennent des chants sionistes. Tenus de suivre le programme officiel, ces homes offrent également aux enfants des cours de religion et d'histoire juive. Le grand rabbin Ullmann insiste particulièrement sur cet aspect de leur éducation. Pour financer l'instruction dans ces homes, la JB se voit allouer un budget trimestriel du département de l'instruction publique, lui permettant de payer le personnel enseignant selon les barèmes légaux et d'acheter les fournitures scolaires nécessaires. Donc nous sommes dans les années 1942-1943. Si les conditions d'agréation des classes primaires sont normalement strictes, il semblerait qu'à mesure que passe le temps et que s'endurcit la persécution, le ministère de l'Instruction publique se montre de plus en plus indulgent vis-à-vis de l'enseignement dispensé dans ces homes. Mais à côté de cette vie juive légale, nombreux sont les enfants et adolescents juifs réduits à une existence clandestine. Certains ont toutefois l'occasion de fréquenter sous une fausse identité des structures scolaires et de ne pas perdre le fil de leurs études. Pour d'autres, la lecture et l'étude constituent, quand ils en ont l'occasion, un moyen d'évasion, les simples sorties étant depuis longtemps de l'ordre de l'impossible. Ainsi, Simon Gronowski, après s'être évadé du 20e convoi, passait son temps dans sa cachette loin des siens à, je le cite, aider au ménage, à lire, à étudier dans les livres d'école des enfants de la maison et à écrire des lettres. David H., je ne dis pas les noms, voilà, pour des raisons évidentes. David H. est un jeune adolescent anversois qui, pour échapper à la barbarie nazie, vit tapis au fond d'un réduit. Caché plus de 2 ans dans ce qu'il appelle une inexistence totale, il remplit le vide en s'adonnant frénétiquement à l'étude et à la lecture. Il se nourrit principalement de livres de mathématiques que lui fournissent sa logeuse et un employé de la bibliothèque universitaire de Louvain, ami de ses parents. Quant aux enfants placés dans des institutions catholiques ou autres, une minorité a l'occasion de poursuivre sa scolarité. Ainsi, le jeune adolescent qu'est Louis C. se retrouve séminariste sous une fausse identité dans le fin fond de la Wallonie. Il y découvre la vie conventuelle, rythmée par les cours et les prières. La scolarité de David I., un des nombreux enfants juifs cachés au Home Reine-Élisabeth dans la province luxembourgeoise, a relativement peu souffert de la guerre. Je le cite, « On a eu des professeurs qui nous ont enseigné différentes branches et la plupart d'entre nous ont pu reprendre des études quasiment sans difficulté après la guerre. Les petits vivant clandestinement au foyer des enfants, une maison protestante située à Uccle, ne sortent eux jamais et reçoivent des cours particuliers. D'aucuns, plus audacieux encore, bravent totalement l'interdit. Ernst Jospa, dont on a parlé, qui est à l'initiative de la création du comité de défense des Juifs, envoie toute la guerre durant à l'école publique, sous un nom d'emprunt, son fils Paul, qui a 4 ans au moment de la publication de l'ordonnance. Malgré le danger, certains vont poursuivre leurs études tout au long de l'occupation. À l'image du jeune Belge Isaac de Vries, qui en octobre 1941 commence sa première année de sciences médicales à l'université de Gand. Il ne s'est pas inscrit au registre des Juifs et il ne se fait pas connaître comme tel auprès du rectorat de l'université de Gand. C'est sous le nom d'Isidore de Vries qu'il poursuit ses études durant la guerre jusqu'à l'obtention de son diplôme de docteur en médecine en 1947. Au temps des rafles, les enfants de l'ingénieur gantois Zélic P. vivent, eux, cachés dans une famille flamande. En dépit du risque évident, ces filles continuent à fréquenter la même école, mais sous le nom de leurs hébergeurs. Ces alternatives sont toutefois de l'ordre de l'exception, car elles nécessitent bien souvent des complicités extérieures importantes. À mesure que l'on s'avance dans la guerre et que le quotidien des Juifs se fait plus précaire, la nature de l'intérêt porté à ces cours, sous tutelle de l'Association des Juifs en Belgique, se modifie. En dépit d'une réalité effrayante, certains responsables juifs
enfermés dans leur aveuglement, persistent à développer cet enseignement ségrégué. S'il semble que, dans un premier temps, il s'agit surtout de répondre aux nécessités du moment et d'éviter que les élèves, soucieux de poursuivre leur instruction, ne subissent un quelconque préjudice, l'enseignement juif organisé dans les foyers de l'Association des Juifs en Belgique va ensuite revêtir une dimension globalement plus idéologique. Au-delà du simple maintien de la scolarisation de la jeunesse juive, ces cours vont assumer une véritable mission de transmission des valeurs culturelles et identitaires du groupe. Car si l'ordonnance s'avère des plus contraignantes et des plus haineuses, d'aucuns saisissent l'occasion qu'elle offre paradoxalement de légitimer un enseignement séparé, porteur d'un héritage culturel que tous savent en danger. Il semble par moments manquer à certains responsables de l'Association des Juifs en Belgique l'acuité du regard nécessaire à saisir un tant soit peu l'ampleur du drame qui se déroule sous leurs yeux. Et pendant que s'organise la destruction du peuple juif, ils s'appliquent inlassablement à construire un avenir chimérique, bercés par l'illusion d'être encore maîtres de leur destin, mus par l'impression de sauver l'essentiel, à savoir l'identité de leur peuple. Ils placent leur espoir dans une génération en sursis. Éduquée à tout prix, a pu constituer pour certains une forme de résistance à l'entreprise destructrice nazie. La grande majorité des enfants et des adolescents juifs se verront toutefois contraints d'abandonner leurs études jusqu'à la fin du conflit. À la libération, celles et ceux qui ont survécu à la persécution auront à affronter de nombreuses difficultés. Touchés de près ou de loin par la Shoah, beaucoup se retrouvent dans un état matériel, physique et psychologique difficile. Pour nombre d'entre eux, il est absolument impossible de reprendre le fil de leur vie d'avant-guerre. Ayant perdu de précieuses années de scolarité, plongés dans une situation de précarité aiguë, de nombreux jeunes juifs ont à présent à entamer leur reconstruction. Pour certains, dont les parents se retrouvent sans ressources ou affaiblis par la guerre, dans l'incapacité de s'occuper d'eux, reprendre des études est difficilement envisageable. Les enfants et les adolescents ayant pu suivre les cours dans les quelques écoles patronnées par l'Association des Juifs en Belgique verront, quant à eux, leur diplôme reconnu après-guerre. Tout comme les pensionnaires des homes gérés par la JB ont pu y acquérir les connaissances nécessaires pour reprendre et poursuivre leur scolarité. En dépit de ces cas, la guerre constitue une véritable rupture dans le parcours scolaire de l'ensemble de la jeunesse juive en Belgique et se révélera une étape décisive dans la création d'écoles juives de l'après-guerre. Sans conteste, la guerre a eu un impact durable sur la façon dont les Juifs se perçoivent et sur la façon dont sont perçus les Juifs par leur environnement. Bien que porteuse d'une spécificité culturelle, politique et religieuse, la population juive résidant en Belgique envoie avant-guerre ses enfants, qu'elle le veuille ou non, à l'école publique, principal vecteur d'intégration des populations immigrées. Pour les nouvelles générations, la perpétuation des traditions juives contraignantes perd de son évidence. La guerre constitue-t-elle dès lors une rupture dans l'inéluctable processus d'assimilation des Juifs en Belgique? Quoi qu'il en soit, dans un contexte de persécution extrême, elle offre l'occasion d'élaborer une filière d'instruction spécifiquement juive. Sous l'impulsion d'activistes pour l'essentiel sionistes, l'éducation dispensée s'est efforcée de réaffirmer, ou du moins de réhabiliter, leurs particularités identitaires. Toutefois, force est de constater que l'inévitable processus d'assimilation engagé avant-guerre s'est poursuivi après celle-ci, malgré le dynamisme et la vigueur de la vie culturelle, religieuse et associative juive de l'après-guerre. Pour nombre de survivants, au sortir de la guerre, l'assimilation est considérée comme nécessaire, dans un idéal progressiste, certes juif, mais laïque. La guerre a fort probablement accéléré ce processus d'assimilation engagé avant-guerre. L'exemple du yiddish, langue parlée par l'écrasante majorité des Juifs en Belgique avant-guerre, est particulièrement révélateur. Malgré les efforts d'après-guerre, l'usage de la langue n'a cessé de décliner jusqu'à devenir une langue aujourd'hui en péril. Se pose à présent, aux enfants et petits-enfants de survivants, la question de la transmission, une fois de plus. Que transmettons maintenant
en dehors de la mémoire d'une destruction? Et surtout, est-il possible encore de ressusciter ce qui a été détruit? Je vous remercie.